Parce qu'il y a une coupure d'électricité, on a dû reprendre. L'algodystrophie, c'est un syndrome douloureux articulaire et périarticulaire caractérisé. On a l'algo, dans la définition, on a algo et on a dystrophie. On a la douleur et les troubles trophiques. Caractérisé, on a des modifications par la douleur et des modifications trophiques tissulaires locales attribuées à une hyperactivité réflexe du système. Donc, cette pathologie-là, elle passe par 3 phases. On a la phase chaude, inflammatoire, la phase froide, ensuite séquelaire, où il y a les déformations et les raideurs et les tractions tendineuses, capsulo-ligamentaires des structures périarticulaires. C'est une pathologie de l'adulte et surtout féminine. Aussi, on va décrire le syndrome algodystrophique que vous connaissez, je crois. C'est le syndrome épaule-main. Vous l'avez sans doute vu, complications en neurologie, post-AVC. On a le syndrome épaule-main secondaire à une hémiplégie. Et ça donne donc une douleur de l'épaule avec une limitation importante à la mobilisation, un œdème de la main et des doigts avec une ici, voilà, une épaule bloquée avec un œdème de la main. Vous allez avoir des douleurs avec l'aspect rouge et persudation de la main et des téguments. Et l'imitation des mouvements, ça s'installe progressivement avec tendance à la rétraction tendineuse. Avec tout ce tableau-là, avec beaucoup de douleurs, beaucoup de signes cliniques, avec la rougeur, l'hypersudation et la souffrance du patient, aucune atteinte à l'état général. Vous allez trouver aussi une impotence fonctionnelle, limitation des mouvements, avec des troubles sensitifs, des douleurs qui sont un peu neurogènes, avec des paresthésies, une hyperesthésie, une allodynie, une hyperpathie. À l'examen clinique, vous allez constater des troubles vasomoteurs avec hypersudation, une sueur, et vous allez trouver une diminution nette de l'amplitude des mouvements articulaires, des mouvements actifs et passifs. La phase froide survient après la phase chaude et on a l'œdème qui regresse, et c'est les troubles trophiques qui commencent. La peau qui était chaude devient froide, qui était rouge devient pâle, et avec une dépigmentation ou bien une dépilation, et parfois il y a même hyperpilosité. La raideur articulaire s'installe avec une diminution de l'œdème qui, avec entre-temps, la douleur qui diminue. La troisième phase, c'est la phase, donc, c'est et ici, il faut traiter le patient dans ces phases-là pour qu'il n'arrive pas à la phase de rétraction. On peut avoir une rétraction, ça dépend de la qualité de la prise en charge et la personnalité de la patiente qui est en face de nous. Soit on a une amélioration des mouvements, soit il y a des mouvements trophiques qui s'installent avec raideur articulaire, des rétractions aponeurotiques et douloureuses et un handicap au niveau de la partie articulaire qui est atteinte, particulièrement l'épaule et la main, donc on le voit ici. On peut avoir, comme on a vu au niveau de l'épaule, main, là, la particularité, l'aspect un peu particulier de cette maladie, c'est qu'on a une algodystrophie en cas d'AVC, par exemple, au niveau épaule-main ou bien après un infarctus, le syndrome épaule-main, et le coude, il est intact. Ça aussi, c'est un peu l'originalité ou bien la particularité de cette pathologie. Vous pouvez avoir une algodystrophie comme vous le voyez ici, au niveau des membres, d'un pied. Regardez ces choses, ça ressemble, on dirait quelqu'un qui a fait un problème infectieux avec cette rougeur et cette huméfaction, cet œdème
là, et l'autre pied qui est intact. Ça, c'est une même personne. Vous pouvez avoir seulement l'atteinte de l'épaule seule, c'est la capsulite rétractive. Vous allez avoir au moins la hanche seule, surtout chez la femme enceinte, le genou seul. Ça prête confusion avec une arthrite inflammatoire, la cheville, etc. Avec tout ça, avec toute cette pathologie, avec toute cette expression clinique, vous allez trouver un bilan biologique qui est normal et vous avez trouvé des radiographies qui sont normales, avec une déminéralisation osseuse, hétérogène et une déminéralisation osseuse, et vous allez trouver l'intégrité des interlignes. Donc, il n'y a aucune atteinte de l'interligne articulaire. Et parfois, on a seulement une déminéralisation hétérogène de segments osseux qui est atteint. Voilà, pour celui qui a eu l'algodystrophie du pied, regardez l'aspect de l'os au niveau de cette partie-là. Là, une minéralisation normale. Là, c'est déminéralisé. La déminéralisation, c'est que l'os, au lieu d'être blanc comme là, il vire vers le noir. Regardez l'interligne articulaire, elle est respectée. Il n'y a ni érosion, ni rien du tout. Vous faites une scintigraphie. La scintigraphie, elle va vous montrer une hyperfixation, mais puis, et alors? L'hyperfixation, on peut la trouver en cas d'infection, on peut la trouver en cas de tumeur, on peut la trouver en cas d'autres pathologies. Donc, hyperfixation qui n'est pas spécifique, sauf quand le fait de préciser qu'il y a seulement une seule fixation. Si on fait plusieurs scintigraphies, c'est quand on a une au départ normale, ensuite hyperfixation, ça peut donner un petit peu raison, mais sinon, ça ne nous aide pas pour le diagnostic et dire que c'est forcément une algodystrophie. Vous allez trouver une hyperfixation comme ça. Ça peut se voir en cas de synovite rhumatoïde, ça peut se voir en cas de métastase, ça peut se voir en cas d'arthrite septique. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de... ça ne peut pas vraiment nous aider à 100%. À l'IRM, vous allez trouver un hyposignal en T1 et hypersignal à T2 des structures osseuses. Ça témoigne d'un épanchement ou bien d'un œdème osseux. Mais sans plus. Et au niveau ici, si vous faites la densitométrie après la phase chaude, vous allez trouver une DMO basse. Vous l'avez vu, la DMO, l'intérêt dans l'ostéoporose. Donc, la densitométrie osseuse, vous allez la trouver basse. Ici, ça témoigne qu'il y a une ostéoporose. C'est pour ça qu'il y a une déminéralisation osseuse à la radiographie standard. Donc, les formes selon la localisation, on a des algodystrophies des membres inférieurs qui prédominent au niveau du pied. Et ça donne une impotence fonctionnelle avec boiterie, douleur à l'appui. L'algodystrophie du genou, ça ressemble à une arthropathie du genou pratiquement. Ça ressemble beaucoup plus à une arthrite aiguë comme une monoarthrite infectieuse ou métabolique. La hanche, elle survient surtout chez la femme enceinte. Quand on a la hanche qui est atteinte avec une douleur, une boiterie, il faut éliminer l'ostéonécrose, il faut éliminer aussi le fracture de fatigue. Au membre supérieur, c'est le syndrome épaule-main comme on a vu. On peut avoir la main seule, l'épaule seule. Rarement, on n'a pratiquement pas l'atteinte du coude. Le diagnostic de l'algodystrophie, donc les étiologies, c'est en cas de traumatisme. Vous avez vu en cas de traumatisme. Vous faites le plâtre à tous les gens qui viennent chez vous aux urgences. Il y a un qui revient pour une algodystrophie. L'algodystrophie que vous allez constater au niveau des urgences, c'est le syndrome de Volkmann. Le syndrome de Volkmann. Ou bien il y a les autres traumatismes, ou bien c'est le geste chirurgical en lui-même qui donne l'algodystrophie. Ce sont des gens qui supportent très mal la douleur après une intervention, après un traumatisme.
On a les affections neurologiques, quelles que soient centrales, périphériques, tumorales ou autres. Ça peut aussi, les gens qui font des problèmes neurologiques peuvent développer une algodystrophie après une maladie neurologique, quelle que soit la cause de cette neuropathie. Certaines pathologies, comme les néoplasies, les rhumatismes inflammatoires, les infections comme le zoonose et les panaps, c'est des douleurs ici atroces, comme une douleur très... okay. Voilà, donc on s'est dit qu'il y a les étiologies de cette forme de cette pathologie-là, et ça peut être un traumatisme, ça peut être une affection neurologique, quelle que soit la neuropathie, soit les neuropathies, enfin les hémiplégies, pathologies centrales, périphériques ou infectieuses, des névrites et tout, peuvent être à l'origine de ce syndrome algodystrophique. Quand vous avez une douleur dans le membre, ça peut se compliquer d'un syndrome algodystrophique. Des pathologies médicales aussi, une infection, un problème cardiaque pour l'épaule gauche, surtout l'algodystrophie de l'épaule, syndrome épaule même en cas d'infarctus ou coronaropathie. Toutes les affections rhumatismales aussi peuvent se compliquer d'algodystrophie. Là aussi, le diagnostic il est très difficile quand quelqu'un peut pousser une poussée articulaire d'un rhumatisme. Ensuite, il y a l'algodystrophie, c'est très difficile de faire la part des deux. Certains médicaments aussi peuvent donner de l'algodystrophie, surtout les neuroleptiques, le Gardénal, les antituberculeux et les antiprotéases. La grossesse, surtout pour l'algodystrophie de la hanche, il y a certains patients qui font de l'algodystrophie à chaque grossesse et bien sûr, elle s'améliore après l'accouchement. Et bien sûr, dans 25%, il n'y a pas d'une étiologie. Ça survient généralement sur un terrain. Les gens qui ont de diabète, qui ont les troubles métaboliques, sur des gens qui sont psychologiquement un peu fragiles par rapport à d'autres, des personnalités vous connaissez, il y a des gens qui sont un peu, qui ne supportent pas trop la douleur, qui sont un peu, si on pourra dire, hystériques. Oui, le syndrome de Volkmann, c'est une algodystrophie après un traumatisme mis en place. C'est une algodystrophie. C'est une forme d'algodystrophie. Ils ont des personnalités un peu perturbées, un peu fragiles, un peu sensibles, si on peut le dire, pour ne pas, bien sûr, parce que c'est des personnalités qu'il faudra prendre en charge. Tout un chacun a une personnalité à part, elle a ses avantages et ses inconvénients. Le diagnostic différentiel de l'algodystrophie, vous avez vu, c'est une arthropathie très inflammatoire, très douloureuse. Donc, elle est souvent confondue avec une arthrite infectieuse, septique, et à une arthrite métabolique, particulièrement la goutte, à une thrombophlébite quand c'est la douleur, elle est au niveau de 2 foyers, ostéonécrose aseptique au niveau d'une articulation, épiphysaire, autres complications post-opératoires, par exemple, quelqu'un qui a fait une intervention chirurgicale et puis il développe une algodystrophie, on a peur que ça soit une fracture, on a peur que ça soit une infection après une intervention, etc. Et bien sûr, là, c'est l'examen clinique, les explorations paracliniques qui peuvent aider qui peuvent nous aider à faire la part des choses. Le diagnostic de l'algodystrophie, il est clinique, biologique et radiologique. La clinique avec toute cette symptomatologie là, douloureuse et avec un bilan qui est strictement normal, avec des radiographies qui peuvent en plus montrer une déminéralisation. Il faut que ça soit tout ça. Bien sûr, il faudra d'abord éliminer tout ce qui n'est pas algodystrophie pour obtenir le diagnostic d'algodystrophie. Donc, comment on traite l'algodystrophie? Donc, il y a la douleur, donc on va donner les médicaments. Qui luttent contre la douleur, les médicaments antalgiques anti-inflammatoires. Pour cette pathologie-là, comme on a dit que c'est une pathologie avec manifestation neurologique, on peut donner des antidépresseurs tricycliques tels que la métriptyline qui est utilisée dans les douleurs neurologiques comme neuropathie.
On peut donner, comme on a trouvé de la déminéralisation osseuse à la radiographie, on peut donner les biphosphonates hors AMM et qui peuvent donner de résultats. Si vous avez un épanchement ou un syndrome canalaire, il faut faire des infiltrations qui soulagent énormément votre patient. Un traitement physique ou bien la rééducation est indispensable pour cette pathologie-là. Donc, les infiltrations au niveau articulaire, périarticulaire. Le traitement physique, il faut, parce que c'est une maladie qui entraîne une impotence, donc il faut la prendre précocement en rééducation médecine physique. Il faut mobiliser sans faire de mal. Il faut préserver la fonction et éviter l'exclusion. Donc, il ne faut jamais dire à un patient d'arrêter de travailler. Il faut lui dire travailler tant que le plus, comme avec le minimum de vous-même, mais il ne faut jamais s'arrêter pour travailler, pour faire bouger votre articulation. On a ces bains écossais. On a les bains écossais, chaud, froid. Vous mettez de l'eau chaude et de l'eau froide. Vous mettez 5 minutes, par exemple, de l'eau chaude et 5 minutes dans l'eau froide. Ça peut aider la mobilisation et préserver la fonction. Ça aide beaucoup les patients pour le traitement physique sans les bains écossais ou les bains à l'alternance bain chaud-froid. Le massage est toujours, bienvenu pour diminuer la douleur, pour diminuer la pression et pour soulager nos patients. Faire des mobilisations passives, douces et pour ne pas, et sans réveiller la douleur pour les gens qui ont des rétractions. Quand vous faites ça, il faut leur donner des objets qu'ils maintiennent, par exemple comme ce boudin-là, ou bien ça pour les activités de la journée, parce que en ergothérapie, on apprend à quelqu'un de fonctionner avec son handicap, dès qu'il gagne un peu d'amplitude, vous mettez un objet pour préserver d'amplitude pour que la rétraction ne reprend pas. Quand quelqu'un il a très mal, donc vous pouvez le mettre en décharge, utiliser des béquilles, un déambulateur pour diminuer la douleur. La rééducation dans l'eau tiède, dans une piscine, vous savez quand on met quelqu'un dans l'eau, donc il va, donc le poids du corps va diminuer et en plus le muscle, les articulations sont plus souples et plus à l'aise dans un liquide, dans de l'eau. Donc, le diagnostic de l'algodystrophie, donc, c'est pas facile, il faut savoir le faire. Pas par excès. La rééducation prend une place importante, parce qu'à part les traitements médicamenteux, donc qui éliminent la douleur et les anti-résorbeurs osseux, la règle principale, il faut les prendre très rapidement et il ne faut pas réveiller la douleur, surtout, c'est l'indolence. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Docteur, Oui. docteur, pour le cours, j'ai une question dans le cours de la polyarthrite rhumatoïde. Oui. Pour l'articulation interphalangienne distale, il est épargné dans la polyarthrite rhumatoïde, n'est pas atteinte. Atteinte l'interphalangienne distale. Rarement Elle n'est pas atteinte. Contrairement à l'arthrose et au rhumatisme psoriasique. D'accord. Et pour le score ACR 2010? Pardon? Oui. Pour le score ACR, oui. Pour le syndrome biologique, on a la CRP et la VS. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir les deux positifs pour donner le point? Un seul suffit. D'accord, La merci CRP beaucoup. ou bien la VS. Oui, merci. La rééducation pour la personne qui a la rééducation.
La rééducation, donc il faut mettre l'alternance bain chaud et froid. Ça, vous pouvez le recommander à votre patient. Il le fait même à la maison. Il met une bassine d'eau chaude et une bassine d'eau froide. Il met 10 minutes ici, 10 minutes là, avec presque la même température. Pas très chaud, le chaud jusqu'à les supporter, le froid, voilà. L'alternance. Ici, parce qu'on a un trouble vasomoteur, parfois en perturbant le système, ça peut reprendre, quelqu'un peut reprendre l'activité, la souplesse de son articulation. Le massage, c'est toujours bon de faire un massage pour quelqu'un qui a des douleurs avec des œdèmes, un massage doux, avec soit une pressothérapie, il y a des manchons qui gonflent et qui dégonflent à un rythme régulier, ça peut aider. Il y a, quand vous gagnez ici, par exemple, quelqu'un qui a des rétractions, vous faites des massages, vous gagnez des amplitudes, vous mettez par exemple une balle en caoutchouc ici pour qu'il ne referme pas son poignet. Si vous avez le genou, vous mettez des attelles. Il ne faut pas réveiller par la douleur. Vous donnez dans la journée donc des jeux de société, des jeux d'échecs, mais avec des objets qui sont un peu gros pour pas des fins. Ne mettez pas à faire des aiguilles, bien toujours donc des objets pour qu'ils gardent l'amplitude de son articulation. Donc, ce sont des patients qui vont jouer à deux ou bien avec le kiné, avec un membre de la famille. Vous leur conseillez ça pour qu'ils continuent à faire bouger ces articulations. Voilà, donc pour mettre en décharge, il faut mettre les béquilles. Pour mettre en décharge les patients, on peut utiliser les béquilles, les attelles et tout. Et bien sûr, dans les bains. Quand on se met dans un bain, vous savez, la chaleur et l'eau. L'eau, il diminue le poids du corps et permet d'assouplir l'articulation. Ça aide dans le traitement algo-visco. Voilà.